On en fait un qui est mieux. Eh, bonjour à tous, première vidéo. Et oui, première vidéo qui parle un petit peu d'histoire du cinéma sur cette chaîne. Enfin, parce que oui, hein, ça fait depuis un bon moment que je voulais faire ça. Et c'est une chaîne, alors comme vous l'aurez remarqué, parce que normalement, je dis bien normalement, on a fait une vidéo duo qui est juste là. Vidéo cinéma. Donc, on va parler de Méliès. Alors, Méliès, c'est pas n'importe qui dans l'histoire du cinéma, mais surtout, et je le dis bien comme il faut, surtout pour moi, c'est quelqu'un qui m'a en fait influencé de fou. Alors, du coup, petite phase anecdote. Quand j'étais petit, ma mère m'a amené à une exposition. On pouvait voir plusieurs films, et ces films-là étaient tous d'époque. Et moi, j'allais de stand en stand, je regardais un peu ce qui se faisait, et ils proposaient pour chaque stand un DVD. Du coup, on pouvait avoir le film chez nous, ce qui est super. Et je tombe sur le film de Méliès, Le Voyage dans la Lune. On prend le DVD, on l'emmène chez nous. Et évidemment, en fait, je ne sais pour quelle raison, alors que j'ai vu des dessins animés super, j'ai vu des films extraordinaires encore. Hein. J'étais très jeune, donc on va pas tout me montrer encore. Hein. Silence des agneaux, c'est pas pour tout de suite. Good morning. Mais on me montre ce film et je ne sais pour quelle raison, je deviens complètement fou et je me dis waouh. Et je le mets une vingtaine de fois peut-être. Je dis ça gentiment, hein, mais je le mettais en boucle et je restais devant la télé. Et j'amenais mes jouets parce que je voulais jouer avec mes jouets. Hein. J'étais petit hein, et je le mettais quand même. Ça, c'est une phrase de bon gros bandeur. Bon, on se calme. Le but de cette vidéo est de raconter le voyage dans la lune et Méliès. Alors c'est une première vidéo, un peu test, un peu passion. L'axe, j'espère que je le prends plutôt bien, j'espère que ça va être assez clair la vidéo. J'espère que je vais donner des détails sans trop être barbant. Hein. Donc c'est la première fois que je fais ça, je suis très content. Alors pas la première fois que je fais une vidéo YouTube ou que je participe à une vidéo YouTube. Hein. On mettra pas d'extrait. Non, 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 on évite. Bon, début de la vidéo, on refait un clap de début. Silence sur le plateau. Prise 1. J'ai fait un peu de plateau. Bon, petite introduction. Georges Méliès, magicien, illusionniste, cinéaste visionnaire. Méliès a marqué l'histoire du cinéma de plusieurs manières différentes. Il a même été visionnaire sur sa vision du cinéma en tant que tel. Et on va parler du voyage dans la Lune. Allez, c'est parti. Premier point important, enfance, adolescence et études. J'ai pas mieux comme... au moins c'est clair. Petite rétrospective pour situer Georges Méliès, son enfance, un petit peu son adolescence pour voir où il en est en fait dans l'art et ce qui va se passer un peu dans sa tête. J'ai pas 20 000 infos à vous passer mais c'est pas grave. Il est né le 8 décembre 1861 à Paris et notre petit Georges fait son entrée dans la vie dans une famille aisée. Des fabricants de chaussures. Dès son plus jeune âge, Georges montre un vif intérêt pour les arts et les mécanismes en tout genre. Il y a des trucs qui s'affichent là pour vous montrer que je connais pas les noms de ces trucs là. Il passe des heures à dessiner et à créer des marionnettes, révélant quelque part une imagination assez fertile et une passion assez précoce pour le spectacle. À l'adolescence, il fréquente le lycée où il se distingue par son talent pour le dessin. Et évidemment, son esprit créatif ne laisse pas sans rien. Il est souvent discipliné jusqu'à avoir couvert tous ses cahiers de plein de croquis. Il n'y a même plus de place. Donc on est quand même sur quelqu'un qui est assez rigoureux et passionné. Donc là, le Méliès, là, il est motivé dans la vie. Il se dit, tiens, je vais faire tout ce qui me plaît, tout ce qui peut divertir les gens, les émerveiller, leur faire peur même, pourquoi pas. Tout ce qui peut les intriguer. Il veut sortir de l'ordinaire. Et ça va bien se ressentir dans la suite de ce que je vais vous raconter. Après le lycée, Méliès s'inscrit à l'école des arts et métiers. Globalement, ça va se passer pareil. Mais tout de même, la petite problématique là pour le Méliès, hein, son esprit rebelle va lui jouer de mauvais tours. Il a des opinions radicales et cela va le conduire à l'expulsion. Alors là, j'ai fait mes petites recherches, hein, je suis allé sur des dossiers, il y avait des gens qui avaient fini des masters qui ont fait un petit paragraphe sur ça. Ah, c'est pas clair. C'est pas clair du tout sur pourquoi il s'est fait virer. Il n'y a pas eu trop d'infos là-dessus, ça n'a pas été évidemment gardé dans les dossiers des années après en mode tiens, on va quand même garder le petit Méliès qu'on a viré, on va savoir pourquoi. Mais il y a des petites pistes, je mettrai ça peut-être en description. Ouais, tiens, je vais faire ça. Oui, c'est une bonne idée. C'est donc là qu'il va se tourner vers l'École nationale supérieure des arts décoratifs, où il approfondit ses compétences en dessin et en peinture, tout en continuant à explorer la magie, les illusions. Point numéro 2, théâtre et magie.
En 1888, ça fait beaucoup de 8, Méliès achète le théâtre Robert Houdin, un lieu emblématique pour les spectacles de magie à Paris. Il y met en scène des spectacles innovants, intégrant des éléments de pantomime, de comédie et évidemment ses effets spéciaux captivent le public. Tout le monde est enchanté de voir ça et c'est en fait beaucoup d'innovation. Il se fait connaître de fou malade. Ah bah oui, il attend pas que « Ah tiens, ça va être ce spectacle-là qui va me faire connaître ». Non, non, il fait dès le début, j'ai investi là-dedans, j'y vais à fond. Alors, il a beau venir d'une famille aisée, mettre en place un spectacle comme ça, racheter un théâtre, bah faut carburer quand même derrière, hein, parce que c'est lui qui fait quand même beaucoup de dates. C'est lui également qui va chercher des artistes à droite à gauche, donc le gars est motivé dans la vie. Tout ça va faire de lui une figure emblématique dans le monde du spectacle et évidemment de la magie. Et je vais pas vite en besogne quand je dis ça. Ah non, 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 ah le gars il est... Par exemple, quand je vous dis Houdini, le nom vous le connaissez, c'est un des plus grands magiciens. D'ailleurs, il y a une série, je l'affiche ici, mini-série avec Adrien Brody qui reprend la vie de Houdini. Et je parle pas du logiciel qui fait des... Drôle. Bon, en gros, le Méliès, c'est un crack. Voilà, faut faire simple à un moment donné, c'est un crack. Et c'est justement grâce à toutes ces expériences qu'il va mettre en place des choses qui sont assez techniques. Des illusions, c'est de la magie, ça va lui servir énormément plus tard pour le cinéma. Et oui, surtout son début de carrière dans le cinéma. Le cinématographe, si vous ne connaissez pas ce mot, c'est grave, je vous explique tout ça. Alors, passage ultra important dans sa vie, parce qu'en fait, ça va changer toute sa vision des choses, du spectacle, du divertissement, et donc aussi de ce qu'il fait, de tout ce qu'il produit. Là, il se dit, mais en fait, la pièce de théâtre, elle peut être vue par tout le monde. Bah là, oui, ça rend complètement ouf. C'est une date à garder en tête. Si vous êtes en école de ciné ou que vous voulez aller en école de ciné, par exemple, à tout hasard, Rennes 2 ou Paris 3, est-ce que Paris 3, il y a ça? Oui. Enfin, moi, je suis breton, je sais pas ce qui se passe à Paris. 1895, le cinématographe Méliès assiste à une projection des Frères Lumière avec le cinématographe. Et immédiatement, il y voit un moyen de divertir les gens, de créer quelque chose de nouveau. Bah, contrairement à beaucoup, les journalistes, même des scientifiques, bah, ils voient ça comme un objet de science, comme un objet de curiosité. Ils se disent, bah tiens, c'est sympa, on va pouvoir montrer ce que font les Chinois à l'autre bout du monde. Ce qui est très vrai. Donc eux, les Frères Lumière, leur objectif, ça va être de filmer un peu ce qui se passe à droite à gauche dans le monde entier. Mais Méliès, c'est peut-être celui qui est le plus visionnaire. Il voit pas ça comme une curiosité, comme un fait scientifique, comme un objet de science. Non, c'est un objet qu'on peut exploiter et on peut divertir avec. Pour lui, c'est limpide, mais pour les autres, pas du tout. C'est pas son intellect qui parle, c'est son cœur. Parce que dans la foulée, il acquiert un projecteur et se dit, tiens, je vais faire mes films. Juste un an après. Donc c'est-à-dire, on se rappelle, 95, juste avant. Un an après, il a créé sa société, Starfilm. Et dans la foulée, il construit un studio à Montreuil. Et pourquoi, je sais pas. Mais Montreuil, c'est sympa. Où il réalise. C'est pas pareil qu'aujourd'hui, les films étaient beaucoup plus courts et on enchaînait. On avait des idées, il y avait rien qui a été créé. Donc, en fait, il a fait des centaines de films. Mais quand je dis des centaines, c'est pas une vanne. Des centaines. Il y a des bobines qu'on n'a pas retrouvées. On a des croquis de trucs. On ne sait pas s'il a tout réalisé de tous ces croquis, de tout ce qu'il a mis en place. C'est pas ça, c'est le problème des anciens films. Il y a beaucoup de bobines qui ont pris feu. Des films qui ont été abandonnés aussi. Ils ont été montrés peut-être une fois ou deux ou pas du tout. Et donc, on ne sait pas combien de films il a réalisé. Mais quand je vous dis des centaines, c'est pas déconnant. Ah oui, et d'ailleurs, petit point important à préciser, la machine qui se procure au départ, c'est pas celle des Frères Lumière. Eh non, le cinématographe, c'est ciao. En revanche, bonjour le kinématographe. Les Frères Lumière n'ont pas fait confiance à leurs compatriotes français, et ce français, il est parti voir où? En Angleterre. Et oui, ça se développe aussi là-bas, ça se développe un peu partout en vrai. Le kinématographe, qui nous vient tout droit d'Angleterre, de Robert William Paul. Un inventeur. Ah oui, donc petit aparté, je vais un peu quand même vous expliquer ce qu'est le cinématographe, invention des Frères Lumière, présenté donc le 22 mars 1895. Alors, il utilisait un système de griffes pour faire défiler la pellicule, image par image, donc nous le format que l'on connaît c'est 24 à 25 images par seconde, 24 trois quarts du temps pour le cinéma, 25 pour la télé, voilà je vous donne l'info, avec une lampe à arc, l'image toujours, c'est beaucoup plus parlant, comme source de lumière. Donc jusque là, logiquement, vous avez vu la machine, vous voyez comment ça se passe, ça projette en tout cas une image. Donc là vous dites, mais c'est un projecteur, mais pas que. Relativement léger pour l'époque, il pouvait être
facilement déplacé et donc amené à droite à gauche. Le cinématographe pouvait donc aussi filmer. Et oui, bah ça c'est toute la différence. Il peut certes projeter, mais il peut filmer. Donc il capte l'image et ensuite il va la renvoyer. Alors la pellicule va être mise dans une bobine, hein. Donc oui, c'est une caméra projecteur en résumé. Point numéro 4, eh bien on va parler de ses œuvres et de ses productions. Georges Méliès a commencé dans le cinéma avec peu de moyens. Le cinéma, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Parier là-dessus, là où d'ailleurs personne ne pariait un vrai business et une vision artistique à long terme, qui pouvait en fait complètement dépasser l'entendement, et ben là, lui, Méliès, il investit tout là-dedans et c'est assez compliqué parce qu'il a pas beaucoup de moyens. Le théâtre, ça a beau fonctionner, c'est pas avec ça que t'es riche à la base. Ah bah oui, les comédiens, c'est beaucoup de précarité, même s'ils ont fait parfois des grands rôles, ils ont interprété beaucoup de personnages, bah malheureusement, c'est pas beaucoup d'argent. Donc, il a beau avoir un théâtre, il fallait déjà tout rembourser. Commençons par le studio à Montreuil. Méliès a installé son premier studio de cinéma à Montreuil, près de Paris. Alors le studio était simple mais très bien équipé, avec des décors qui sont peints et aussi un système d'éclairage, on pourrait dire assez basique, hein. À l'époque, bah t'avais un studio, le studio c'était des vitres en verre. Et oui, hein, que ce soit pour Gaumont, Pathé, et donc le studio de Méliès, la production Starfilm, et ben on est sur la même problématique. Pour éclairer, on utilise le soleil. Ouais, ah bah c'est les moyens de l'époque, hein. Ces premiers films reprennent souvent ces tours de magie qu'il effectue au théâtre Robert Houdin, comme Escamotage d'une dame, 1896, où il utilisait des trucages pour faire disparaître les personnages. Mais il a rapidement utilisé d'autres techniques, d'autres genres. Et oui, parce que là tout de suite, on se dit, bah écoute, il utilise des techniques de magie. Avec la caméra, il peut se permettre de faire encore plus de choses. On va en venir. Mais c'est surtout que là, le Méliès, vision artistique des choses, le théâtre devient le cinéma. Donc, tout ce qu'il a fait au théâtre, on avait le droit à des drames, mais tout ça avec de la magie et des illusions. C'était ça sa spécialité. Mais il voulait quand même raconter une histoire. Et là, il va faire pareil avec le cinéma. Et aussi, il sera connu pour la science-fiction. Et oui, ah bah le premier qui va faire de la science-fiction, c'est lui, hein. C'est celui qui est réputé pour ça. Et alors, la mise en place d'un tournage. Méliès avait des équipes fixes, toujours sur place. Et Méliès, en tant qu'homme rigoureux, passionné, créatif et ultra investi dans ce qu'il fait, bah il va former lui-même les comédiens et les techniciens. Bah oui, il étudie toute la technique parce que c'est lui qui a investi là-dedans. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'experts encore à cette époque-là. Donc, toi-même, tu dois faire l'expert. T'as beau rencontrer des gens, des passionnés, des gens qui ont pu toucher un peu à tout ça, mais ils n'avaient peut-être pas forcément les moyens. Donc, c'est lui qui crée les studios, c'est lui qui voit pour prendre tel objet. Donc, bah, je vais globalement faire ça. Des caméras, des structures, du bois, tout comme pour le théâtre. Sauf que là, il y a d'autres petites structures à mettre en place. Et tout ça, ça coûte une blindasse. Ah ouais, quand je vous ai dit motivé, c'était motivé, hein. Et surtout qu'il est seul au départ. Et après, évidemment, quand les gens seront bien formés, bah, ça sera à eux de perfectionner leur domaine et évidemment ensuite de former d'autres personnes. Et c'est que à partir de ce moment-là qu'il pourra déléguer. Bah, c'est très lourd à porter quand même. Les effets spéciaux. Le gars, il est connu beaucoup pour ça, hein. C'est pas n'importe quoi. L'une des techniques emblématiques de Georges Méliès dans ses premières œuvres est la surimpression, où plusieurs images sont superposées sur une même pellicule. Par exemple, dans L'homme à la tête de caoutchouc, 1901, Méliès utilise cette technique pour faire croire que sa tête se déforme et tout. Voici l'extrait, hein, c'est toujours beaucoup plus parlant. Évidemment, cet effet est là pour faire rire. Et on a aussi ce côté fantastique. On part dans une démesure de la chose. Le fondu, il permettait une transition douce au lieu que ce soit un cut direct, où une image se fond progressivement sur l'écran. Et il y a comme une superposition des deux images, et ça on le voit dans des tonnes de films. Il est beaucoup utilisé dans Le Voyage dans la Lune, 1902. Film ultra important pour moi. Tout simplement. Oui, l'histoire du cinéma, bien sûr, mais pour moi. Évidemment, les transitions sont très fluides. C'est comme ça aussi qu'on raconte mieux une histoire onirique, poétique. C'est souvent comme ça. Remarquez, tous ces films-là un peu fantastiques d'époque, hein, pas forcément très loin. Je vous parle pas de 1910, 1920. Je vous parle même d'une période beaucoup plus récente, dans les années 80. Il y avait parfois beaucoup dans des films un peu plus féeriques, un peu plus fantastiques, beaucoup de ce genre de transition, car ça aidait à mieux accepter le récit. On est dans une histoire, on est plongé dans un livre où l'on voit pour la première fois ces images en vrai. On vous donne une interprétation de ces contes, et c'est tout ça en fait. On se plonge dans une histoire féerique, fantastique, et les transitions sont comme ça, comme si on tournait une page. Bon, il y a l'arrêt de caméra. L'arrêt de caméra, c'est simple.
On arrête la caméra, on enlève un acteur, on enlève un objet, on change le décor, et bah dans la foulée, bah on réactive la caméra. Voilà. Bah, il n'y a pas plus simple, hein. Dans Escamotage d'une dame, évidemment, on en a déjà parlé, mais c'est un des premiers films où il utilise déjà plusieurs techniques qui sont en fait déjà ultra innovants parce que juste un an après le cinématographe, juste un an après le fait que les gens aient envie d'aller au cinéma, et bah lui, il invente déjà des nouvelles techniques. Il utilise cette méthode pour faire disparaître des personnages d'un coup d'un seul, paf. Et souvent, Méliès incorporait des effets pyrotechniques. Dans Le Voyage dans la Lune, il y a des effets pyrotechniques, de la fumée, des petites explosions par-ci par-là, enfin pas toujours petites, hein, créant des scènes quand même assez bouleversantes hein, pour l'époque, assez impressionnantes. Grâce à ces techniques, il a pu créer des films qui étaient ultra divertissants, on ne pouvait pas s'ennuyer, à chaque fois on avait un nouvel effet, on avait toujours quelque chose de spécial, et en même temps, il nous racontait une histoire. En fait, tout ce qu'il a fait au théâtre, il l'a refait au cinéma, mais il a utilisé encore plus de techniques pour émerveiller les gens, pour choquer les gens. Alors, évidemment, venant du théâtre, les décors, il aime ça, il fait des grands décors, tout est fait à la main, évidemment, il n'y a pas encore de machine pour tout ça. Et également, les costumes, bah, il vient du théâtre, il aime les beaux costumes, il aime les détails sur les costumes, et là, qui plus est, bah en fait c'est filmé, et parfois c'est filmé de plutôt près, il faut avoir des costumes élaborés. Les trucages, les mécaniques, bon, je vais vous citer quelques petits trucs. Il utilisait évidemment des trappes, voilà, la magie, et des fils. Alors les fils, on les voit pas très bien parfois sur les images, bah, il était fort pour cacher ça. On peut par moments les distinguer, mais par exemple, je peux vous citer un grand film, où le fil est totalement visible dans les temps modernes de Chaplin. Il y a une scène où il sort déjà de prison, il veut pas y retourner en prison, et il marche dans la rue normale, et il y a un petit drapeau, il y a un plan sur ce drapeau-là, drapeau blanc, et on voit bien le fil, et on voit bien le petit clou, le petit truc pour tenir le drapeau pour pas qu'il se barre. Voilà, ça c'est le genre de trucage qu'on retrouve énormément au cinéma, hein, pour faire tomber un objet, pour le faire léviter. Aussi, il y a des petits tours de magie comme ça. Mais voilà, ça c'est un trucage qui, par exemple, qui est quand même vachement visible. Mais bon, ça n'enlève rien au génie de Chaplin. Bon, petit résumé de la situation, où en est Méliès. Il est allé dans des écoles d'excellence, hein, donc ça coûte assez cher. Heureusement, il vient d'une famille assez aisée pour ça. Il dessine des croquis matin, midi et soir, il remplit ses cahiers. Il va ensuite dans d'autres, on va dire, formations. Il va se faire virer, il va revenir vers le théâtre. Il commence à faire des petites marionnettes, il commence à faire des objets très techniques, des objets d'illusion. La magie lui vient comme une évidence, les décors peints à la main, il a des compétences là-dedans. Et il commence à être compétent partout. Le théâtre devient pour lui un terrain d'amusement et un terrain de créativité complètement absolu. Il devient une référence, mais grandiloquente. Par la suite, il découvre le cinématographe. Pour lui, c'est une évidence qu'il va se diriger vers là où personne ne voyait un terrain de créativité et un terrain pour raconter des histoires. Lui, il voit direct l'intérêt d'aller là-bas. Un an après, il a sa production qu'il met en place. Il crée son studio à Montreuil. Il commence à effectuer des centaines de films. Il forme les gens, que ce soit comédiens, technicien, il distribue ses films, et tout de suite, évidemment, il est de nouveau une référence du cinéma. Et oui, qui l'eût cru, en un an, le gars, il part, et hop, il revient en tant que génie. Ouais, ça, c'est vraiment du génie. Il y en a très peu comme ça dans l'histoire. Et là, nous arrivons au 5e point. Peut-être le point le plus important pour moi, même si le reste avant était génial à étudier, génial à mettre en place, à écrire et tout. On arrive au point le plus passionnant. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ? Le Voyage dans la Lune. Et oui, alors pourquoi ce film-là en particulier? C'est peut-être celui le plus étudié, le plus vu de Georges Méliès en école de cinéma, et vous allez comprendre pourquoi. Donc un film qu'il a réalisé en 1902, et ça date maintenant. Ce film est considéré comme le premier film de science-fiction. Déjà, vous comprenez pourquoi c'est un film important. D'une durée d'environ 14 minutes, il raconte l'histoire d'astronomes qui entreprennent un voyage vers la Lune. Ils vont rencontrer des habitants lunaires, les Sélénites, et reviennent sur Terre après une série d'aventures là-bas, évidemment, remplies d'effets pyrotechniques, de transitions, et patati patatra, tout ce qu'a pu exploiter Méliès bien avant. Dans ses autres petits films, il a tout remis là-dedans, tout son talent là-dedans. Et même dans les décors, même dans les accessoires, même dans les costumes, et vous pouvez le voir rien qu'aux extraits que je vous montre. Georges Méliès, inspiré par les romans qu'il a pu lire à l'époque, les romans de science-fiction, ceux de Jules Verne, comme par exemple ce livre-là, je vous donne la couverture,
de la Terre à la Lune. Il a décidé de faire un film où l'exploration spatiale est possible. Donc c'est de la pure illusion. Mais regardez tous les films qui ont suivi derrière, qui parlent de l'espace, qui parlent d'êtres venus d'ailleurs. Alors évidemment, c'est déjà dans l'esprit des gens, c'est déjà dans la littérature. Mais là, on a quand même quelqu'un qui le met sur papier et qui donne une version visuelle qui va parler à beaucoup de gens. Le film a été produit à une époque où le cinéma était encore seulement à ses balbutiements. Et Méliès a dû innover pour mettre en place sa vision des choses. Et oui, hein, comme plein d'autres l'ont fait après. Quand tu as envie de mettre en place quelque chose qui n'existe pas, bah, c'est compliqué. Hein. On a un grand exemple, je pense, de quelqu'un de très patient. C'est James Cameron. Il a écrit Avatar et il l'a mis après dans un tiroir de son bureau. Je crois un peu plus de 15 ans après. Il le ressort et il se dit bon, fait chier, il y a toujours pas les effets spéciaux que je peux, et ben on va le faire. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur le making of d'Avatar. C'est, je pense, même si vous n'aimez pas Avatar, même si vous n'avez pas aimé la suite d'Avatar, ce que je comprendrais, voir les making of autour de ces films sont absolument incroyables. C'est de l'innovation, c'est du talent, c'est beaucoup de travail. Et évidemment, on est sur des making-of qui durent plus longtemps que le film, que les films. Mais c'est des making-of à voir, hein, pour le coup. Bon, fin à cet aparté. Revenons sur Méliès. Le film commence par une réunion d'astronomes qui se disent « Tiens, et si on allait sur la Lune ?» Bon, ils se réunissent, ils voient les techniques, ils se disent « Bon, bah tiens, on va faire ça. » Évidemment, ils parlent pas, hein, c'est moi qui interprète. Ouais. Le talent. Ils construisent un projectile en forme de balle. Bon, bah on imagine que c'est un grand canon avec une balle super grande. Les astronomes vont dedans et on tire la balle. Ah, le nombre de jets là, il doit être violent. Ah bah c'est compote hein, dedans. Hein. Ouh. Et la scène la plus célèbre du film, une image que même les gens qui n'ont pas vu ce film ont pu déjà croiser, une image qui est culte dans l'histoire du cinéma, ce visage qu'a la Lune avec un obus dans l'œil. Je pense, pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vu cette image, complètement fascinant. Donc oui, hein, la Lune, elle est anthropomorphisée, un visage humain. C'est un petit peu dérangeant, je l'avoue, même encore aujourd'hui. C'est bizarre, hein, d'ailleurs, quand j'étais petit, j'étais pas choqué. Et bah, peut-être les dessins animés, ou le LSD, je sais pas. Oui, très jeune. Je suis breton. Bah, ne me jugez pas. Cette image iconique est devenue une des plus légendaires, une des plus connues du cinéma, même à travers le temps encore aujourd'hui, dans les cahiers d'histoire du cinéma, dans les cahiers d'affiches de cinéma, on voit cette image, forcément. Donc c'est pour dire, il a marqué son temps, il a marqué l'histoire du cinéma, pas que par la technique, mais aussi par un visuel qui est purement artistique. Une fois sur la Lune, les astronomes visitent un petit peu les environs. Évidemment, on est sur un décor complètement fantastique. Et c'est là où ils vont faire la rencontre des Sélénites, les habitants de la Lune. Et ils vont être capturés. Ils parviennent à s'échapper. Tout ça, parfois, en mettant des petits coups sur les Sélénites qui vont disparaître en fumée. Ça m'a influencé de fou parce que quand je joue avec mes jouets, ne me jugez pas. Jusqu'à mes 16 ans. Arrêtez. Dès que je joue avec des jouets un peu bizarres, disons qu'ils faisaient pas très humains, dès qu'il fallait les tuer, soit il devait fondre, soit il devait partir en fumée. Et ce film-là m'avait complètement influencé et je m'en suis rendu compte vraiment il n'y a pas longtemps. En voulant faire cette vidéo, je me suis dit, mais attends, mais ce film-là, il m'a bouleversé, il a détruit une vision neutre de ce que je pouvais imaginer. Il m'a axé sur quelque chose. Bon, ils arrivent à s'échapper, les Sélénites tentent de les rattraper, et ils rentrent chez eux. Hein, ouais, bon, la technologie, là, pour le coup, elle est assez particulière. Sur comment ils rentrent chez eux. Hein. SpaceX en sueur, hein, et sont accueillis en héros. T'es allé quelque part, t'as fait chier les habitants là-bas, tu les emmerdes. Quel héros, quel héros. La morale de l'époque, hein. On a les héros qu'on mérite. Voilà. Évidemment, Méliès, pour ce film-là, a utilisé énormément de maquettes, énormément de décors. Des maquettes quand même vachement détaillées pour bien représenter la Lune, sa vision de la Lune. Éclairé également, cette fois-ci, pour une fois, avec des premiers éclairages. Donc pas que le soleil, pour créer une atmosphère visuelle particulière. Des effets pyrotechniques, des explosions, ça je vous l'ai dit. Des effets de disparition, d'apparition, donc des arrêts caméra, on redémarre la caméra, on change de décor, il y a des transitions, des fondus, tout ce qu'on connaît, des superpositions. Donc le Méliès, il utilise toutes ses compétences, tout son savoir, toute sa créativité dans cette œuvre. C'est pour ça qu'elle est aussi importante aussi. Il n'y a pas eu dans la foulée d'autres œuvres qui ont utilisé ces techniques, qui sont allées aussi loin dans la créativité par moments. C'était vraiment un grand visionnaire là-dessus. Évidemment, les costumes des Sélénites sont assez originaux et sont quand même vachement beaux hein, pour l'époque. Hein. On a vu des costumes de monstres pour l'époque.
Extrait, 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 autre image, tiens. Oh, tiens, pas mal. Ouais, et lui, ouf, il fait peur, mais pas dans le bon sens du terme. Enfin bref, le film a coûté 10 000 francs. Alors 10 000 francs aujourd'hui, sachant qu'on a des films qui coûtent des milliards d'euros, on pourrait se dire ça va, mais c'est pas 10 000 francs comme ça. Non, non, non. Genre le théâtre, il lui a coûté des milliers de francs. Mais ça allait. Là, on parle d'un film, 10 000 francs, tout au plus. Donc pour l'époque, c'est une somme ultra élevée, une somme considérable. Pourquoi il a coûté aussi cher? Bah, il devait innover sur les décors, il devait innover sur les costumes, innover sur les accessoires, sur la technique utilisée. Et évidemment, à l'époque, t'as beau faire un scénario, tu le changes en boucle. T'as ton studio, t'es toi-même le producteur, t'as toi-même l'argent, t'as toi-même tes techniciens, t'as ton studio. Bah, tu te permets de tourner très 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 longtemps. Ah bah, il y a des films qui, qui ont duré des jours pour des séquences qui sont très basiques. Mais parce qu'ils cherchent à innover et à ce blocage de se dire, bah, je ne sais pas quoi créer. À sa sortie, Le Voyage dans la Lune a été, et ça fait mal de le dire, un succès commercial. Ah bah là, oui, tu sais, les 10 000 francs, genre t'étais considéré comme riche, mais du coup tu mets tout là-dedans et on te dit, oh là là, c'est cher, c'est cher. Ah, les 10 000 francs, il les a fait, mais large. Ah bah là, ah, les cinémas étaient comblés, tout le monde était en mode, oh, incroyable. Ouais, ça lui a rapporté bonbon, je sais pas combien, hein. Succès commercial, succès artistique, succès critique également. Il a été projeté dans les salles de cinéma du monde entier. Et ce film-là, bah, en fait, il est bouleversant dans sa technique, dans sa narration, dans le rythme qu'il donne à cette histoire. Chef-d'œuvre du cinéma muet, évidemment film précurseur, totalement visionnaire sur sa vision du cinéma. C'est complètement fou quand tu vois que les autres, les années d'après, ils innovaient un petit peu dans une mise en scène. Lui était déjà parti sur une mise en scène complètement folle. C'est pour ça que très vite, si vous allez en école de cinéma et que vous étudiez des très 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 anciens films, qui plus est les premiers, Méliès va revenir beaucoup de fois en fait. Georges Méliès, pionnier du cinéma, a marqué l'histoire du cinéma, a marqué encore plus son temps, tout ça grâce à son ingéniosité et sa créativité folle. Le Voyage dans la Lune a jeté pour tout le monde les bases du genre de science-fiction. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis donné pour cette vidéo. Enfin, quand je dis je me suis donné, elle m'a rien coûté et puis c'est de la passion. Mais c'est la première fois que je fais ça et donc, c'est un test. Vous allez me dire déjà si le montage vous plaît, si vous voulez explorer certains thèmes, si vous voulez que je raconte un peu différemment, que je sois plus focus sur un axe précis et que je le détaille, si vous voulez. Parce que là, je suis sur un axe, puis en même temps, je raconte un peu la vie de Méliès. Ça, j'aime bien ce genre de format. Mais à vous de me dire si vous voulez que je sois encore plus précis sur certaines choses. Je serais ravi de faire ça. Donc, on reste en communication, on s'appelle... Non, 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 c'est... Arrêtez. Sinon, il y a mon Twitch qui s'affiche là. Pareil pour celui de mon pote, hein, donc Alexis, hein, que vous avez là. Sweetie, pardon, oh là là, j'ai spoil son nom. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Oh, ça fait un truc de le dire. Oh, oh. Évidemment, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez si vous aimez ce genre de vidéo et que vous savez que vous avez des potes qui aiment parler de cinéma, montrez-leur cette vidéo. En fait, c'est une base de ce qu'est le cinéma, cette vidéo. Et je raconterai évidemment plein d'autres choses. Il y a des shorts qui arrivent qui vont parler de certains objets du cinéma, de certains événements du cinéma, en plus court. Donc c'est tout aussi intéressant. Donc merci pour tout, et je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. C'était Wyatt, Kenavo.